Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Il est 18 h, vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc. C'est parti pour 30 minutes d'accès direct, votre rendez-vous avec l'actualité et la découverte et l'information en Savoie-Mont-Blanc. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions ou vos commentaires sur notre page Facebook avec le hashtag accès direct. Au programme de ce jeudi, un programme très éclectique. Nous parlerons notamment de l'association Genève Montagne avec Vincent Berceau, son président. Focus ensuite sur un métier méconnu, celui de rémouleur. Et en fin d'émission, Thierry Leguet viendra nous présenter son projet éco-citoyen. Salut Fanette. Salut Sam. Alors cette semaine, c'est donc toi qui présente le journal de la rédaction. Au programme ce soir, on en a parlé hier, notamment dans Accès Direct, un collectif d'habitants de la vallée de l'Arve va porter plainte contre l'État. Voilà, il y avait déjà eu plus de 500 plaintes déposées contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Concernant évidemment la pollution de l'air. Et là, donc, 14 personnes ont déposé un recours auprès du tribunal administratif, mais là, particulièrement contre l'État. Donc, c'est une première. Donc, on fera le point dans le JT. Avec un sujet de Manu. Manu qui était sur place. Et puis, direction ouais. Chambéry avec une application qui vient de sortir, une application bien utile. Voilà, alors ce coup-ci, c'est Olivia qui s'est intéressée à cette nouveauté. C'est en place depuis hier, hein, donc c'est tout frais à Chambéry. En fait, on a souvent l'occasion, quand on se balade dans la rue, de voir des petits trucs qui ne vont pas dans l'espace public. Donc un banc abîmé, un graffiti, un panneau qui manque, etc. Et donc, en fait, ils ont lancé une application qui permet de signaler ces petits soucis. Et comme ça permet aux services techniques d'intervenir plus rapidement. On enchaîne, Fanette, avec notre revue de presse quotidienne. On commence avec une petite vidéo de la neige, encore et toujours. De la neige, encore et toujours, au cas où, si ça te manquait, il y en a encore, on n'arrête pas. Donc ce sont les pisteurs secouristes de Val d'Isère qui ont posté cette vidéo qui a été ensuite relayée par Météo Alpes sur Facebook. Et donc ça, c'est ce matin sur les pistes de Val d'Isère, on est à 2700 mètres d'altitude, donc on est plutôt bien. On est plutôt pas mal. pour un 3 mai. Et puis Manu avait fait un reportage justement sur... le câble du refuge de la Tournette, un câble qui a causé pas mal d'accidents. Et entre-temps, depuis, il y a une pétition qui a été lancée. Voilà, il avait fait le reportage au tout début de la pétition. Et là, on en est aujourd'hui à 17 000 signatures. Donc, ça prend vraiment forme. En fait, c'est une pétition qui demande le démontage du câble de la Tournette. Donc, c'est ce câble qui relie le refuge du Prévérel, pour ceux qui connaissent, au niveau du parking, en bas, sur les hauteurs de Taloir, au refuge de la Tournette qui n'est plus en activité, 500 mètres plus haut. Donc, c'est un câble qui n'est pas utilisé et qui est régulièrement, en fait, il se voit très mal de vue du ciel et qui est régulièrement touché par des parapentistes. Donc il y a de nombreux accidents, dont 2 mortels. Et c'est la compagne d'un des pilotes décédés au mois de juillet 2015 qui a lancé cette pétition. Elle demande donc le démontage du câble. Le problème, c'est qu'en fait, il est situé sur des terrains privés d'une même famille, qui en plus est une famille, je crois, où il y a pas mal de discussions. Et donc, il n'y a rien à faire, entre guillemets, la municipalité peut rien faire. Mais donc, peut-être que ça permettra de débloquer la situation. Et puis on va s'intéresser, on va parler biathlon avec peut-être un nouveau coach. Et oui, la Fédération française de ski a peut-être donc trouvé le nouvel entraîneur de Martin Fourcade, quintuple champion olympique de biathlon, je le rappelle. Selon nos confrères de ski chrono, Vincent Vitos, que l'on voit donc à l'écran, ancien fondeur et champion du monde en 2005 de la poursuite, devrait succéder à Stéphane Bouccio au poste d'entraîneur de l'équipe de France. Il s'agirait là d'un gros renfort pour Martin Fourcade et ses coéquipiers, puisque le Haut-Savoyard Vincent Vitos, né à Annecy, qui a effectué la plupart de sa carrière dans le club de la Clusaz, faisait partie à l'époque des meilleurs fondeurs à l'époque. Donc toute la partie fond, ça devrait être un bel atout. Prochaine mission pour la FFS, trouver un successeur à Franck Badiou, lui l'entraîneur du tir, qui lui aussi est sur le départ. Et puis un piano dans la rue pour interpeller. Oui, on prend la direction de Neuchâtel en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, où des étudiants de la Haute École de musique de Neuchâtel sont descendus ce mercredi dans la rue pour jouer du piano. On écoute d'abord quelques notes de musique. Alors, c'est une action symbolique donc de la part des anciens d'étudiants de cette école de musique qui est destinée à montrer leur opposition à la fermeture programmée de cet établissement, qui est une véritable institution en Suisse, fermeture prévue en 2022. Depuis plusieurs semaines, le collectif Sauvons la Haute École de musique de Neuchâtel mène ce type d'action pour tenter de sauver cette école. C'est le Conseil d'État qui a pris la décision de fermer l'institution en 2022, une fermeture qui a engendré une économie de 2,2 millions de francs suisses. Et pour se justifier, le Conseil d'État a déclaré que l'école n'accueillait pas assez de musiciens suisses. Donc affaire à suivre, on verra ce que ça va donner. Merci beaucoup Fanette, à tout à l'heure. Allez, on passe à notre invité du jour.
Vincent Berthaud, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes pardon, le président de la toute nouvelle association fêtière Genève Montagne. Une toute première précision, qu'est-ce que ça signifie fêtière ? Alors fêtière en Suisse, ce sont des associations qui rassemblent des clubs et qui se rattachent à une région. Donc typiquement à Genève, l'association fêtière Genève Montagne rassemble tous les clubs de montagne genevois. Il y a aussi des associations fêtières dans tous les domaines sportifs et même culturels. Alors l'association existe depuis 2012, elle est donc fêtière depuis très récemment, fin mars. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure ? Alors on a constaté qu'il y a pas mal de clubs dans toute la région et que ces clubs ont des activités propres, mais qu'ils font sans se concerter la plupart du temps. Et on trouvait dommage de ne pas rassembler ces forces sur certaines thématiques ou sur certains événements, de se concerter quand il y a des situations délicates éventuellement au sein des clubs. Et puis c'est clair que ça fait de longues années que tout le monde fonctionne de cette manière, c'est-à-dire de manière déliée. Mais on a senti qu'il y avait un besoin de se rassembler. Donc c'est parti de ça, et à partir de là, on a construit petit à petit cette association qui au départ avait été constituée autour d'un projet de centre de montagne, oui, la dont maison on de la parlera montagne peut-être plus tard, et puis qui, comme vous l'avez très bien dit, fin mars, est devenue une vraie association fêtière et qui est aussi un interlocuteur privilégié vis-à-vis des autorités. Alors quels sont les objectifs et les ambitions de Genève Montagne ? Genève Montagne, en tant qu'association fêtière, c'est être une plateforme d'échange entre les clubs, c'est représenter ces clubs dans diverses situations, c'est aussi participer à des événements comme celui qui est projeté. Donc ça, c'était le Salon de la Montagne 2017, première édition à Palexpo, et on a encadré les infrastructures d'escalade qui ont super bien fonctionné, comme on le voit ici. Alors c'était un petit peu la folie par moment, mais ça c'est un des objectifs également. Et puis au-delà de ça, c'est ce centre, avoir un lieu physique sur lequel on peut promouvoir les activités de montagne au sens large du terme. Alors qu'est-ce que ça représente à Genève, les activités de montagne ? Qu'est-ce que ça représente ? Je dirais que Genève a toujours été un lieu qui compte énormément de pratiquants. Historiquement parlant également. Il y a des montagnes juste à côté, comme le Salève, qui ont été des hauts lieux de la grimpe. D'ailleurs, le mot Varap vient d'une des voies dans le Salève. Et puis, c'est vrai qu'on est à une 50aine de minutes du massif du Mont Blanc. Donc, il y a beaucoup d'alpinistes, il y a beaucoup de personnes en fait, qui ont un lien direct avec la montagne à Genève. Et en plus, on a une vue, quand on est au bord du lac notamment, on a une vue directe sur le Mont Blanc, sur l'Aiguille Verte. Donc le lien, il est là. Après, il suffit, enfin, en tout cas nous, on essaye de l'attiser et de mettre en lumière en fait ce que à peu près toutes les personnes à Genève ont dans leur ADN. Parce que c'est vrai que quand on pense à Genève, à première vue, on ne va pas forcément penser à la montagne, on va penser à la cité. Et alors que forcément, vous l'avez dit, Genève est entourée de montagnes. Donc c'est quoi ? C'était finalement une anomalie qui est réparée ? Le fait qu'il y ait une véritable association ? C'est exactement le fond de ma pensée. Pour moi, c'était une anomalie. Et on est en train de la réparer avec succès. Et donc, je pense que ça va durer encore de longues années. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver à Genève Montagne ? Quel type d'activité est-ce que vous proposez ? Alors, si je parle d'activité, c'est donc à travers nos clubs. Donc, il y a 2 clubs alpins qui sont les équivalents des clubs alpins français. Donc, ils ont des activités type alpinisme, ski de randonnée, randonnée pédestre, raquettes, grimpe, cascade de glace. Enfin, c'est vraiment le club traditionnel. Il y a un autre grand club, Amis Montagnards, qui pratique exactement les mêmes activités. Et après, on a des clubs plus spécifiques, type Genève Rando, qui est vraiment orienté sur la randonnée pédestre. C'est eux qui gèrent tous les sentiers pédestres du canton de Genève. Et puis, on a, par exemple, la Société spéléologique genevoise, qui, eux, alors, sont dans la spéléo à 200%. Alors, aujourd'hui, vous comptez 15 membres institutionnels, oui. Si je ne dis pas de bêtises. J'imagine que l'objectif, c'est peut-être de faire grimper ce nombre ? Oui, en fait, il y a eu quelques départs qui concernaient surtout des guides qui se sont un peu déliés. Avec les guides, ce n'est pas toujours simple de se rassembler.
Et puis, il y a eu des arrivées et il y a encore quelques petits clubs à Genève qui pourraient nous rejoindre. Donc nous, on est toujours très heureux quand un club s'intéresse à l'association Genève Montagne. Alors, les membres institutionnels cotisent, mais les particuliers peuvent également donner à Genève Montagne. Comment est-ce qu'il faut procéder si jamais on est intéressé ? Je vois que vous êtes très bien renseigné, je vous félicite. Merci. Donc il y a effectivement des membres institutionnels qui sont les clubs et il y a des membres sympathisants. Donc ces membres sympathisants, on voulait offrir la possibilité à des personnes physiques de soutenir notre projet, que ce soit l'association ou que ce soit notre projet de centre de montagne, et de le faire sur une base de 20 francs suisses. Donc c'est vraiment très peu. Mais on peut effectivement faire un don supplémentaire en allant sur notre site internet. Les prochaines grosses échéances pour Genève Montagne dans les semaines, dans les mois à venir là ? Alors on vient de sortir du festival Plaine de Jeunes, c'était ce week-end, dans lequel on a aussi encadré des infrastructures d'escalade. On a aussi proposé une modélisation d'étroiture. Donc c'est un resserrement de roches dans les grottes. Donc c'est les spéléos qui ont proposé ça, qui a très bien marché. Ça attire énormément d'enfants. Et puis le prochain gros objectif en ce qui concerne l'association, c'est le prochain Salon de la Montagne 2018, dans lequel on prévoit d'avoir une cascade de glace. Rien que ça. On ira un petit peu plus loin dans Toujours du côté de Palexpo ? Toujours du côté de Palexpo. Pour finir, un mot sur, on l'a brièvement évoqué, la Maison de la Montagne à Genève. Ça représente quoi ? Alors, il s'appelle de manière populaire Maison de la Montagne, mais en réalité, c'est plus un centre. On veut créer quelque chose d'institutionnel. Et l'idée, c'est de rassembler à la fois des activités sportives, culturelles et associatives. C'est aussi de faire du social. Et on a effectivement, comme vous le voyez sur cette image, un parc qui serait mis à disposition par une commune genevoise, dans lequel il y aurait un cadre exceptionnel pour un centre qui, à mon avis, est lui aussi exceptionnel. Merci beaucoup Vincent Berceau et puis bon courage du coup pour cette nouvelle aventure. Merci. Merci bien. Allez, j'accueille à présent mon nouvel invité, Monsieur Franck Le Tourneau. Je vous en prie, installez-vous sur ce canapé. Alors, Franck Le Tourneau. Bonjour. Donc vous êtes rémouleur. Eh oui. Une première question d'ordre pratique. Qu'est-ce que c'est qu'un rémouleur ? Alors un rémouleur consiste à réaiguiser des couteaux qui sont usagés ou des ciseaux, en l'occurrence. C'est un métier rare, c'est un vieux métier. Il n'en existe plus beaucoup en France. Alors c'est un très vieux métier. Bon, il en reste à peu près, d'après ce qu'on sait par rapport aux chambres de métier, 200, 250 sur toute la France. Donc voilà, et on a une chance, c'est que nous, on a à peu près 4 rémouleurs dans la région. 4 rémouleurs sur le territoire. 4 rémouleurs sur la région. D'où est-ce que ça vous vient ? Est-ce qu'il y a une histoire de famille derrière tout ça ou... Il n'y a pas d'histoire de famille, il y a juste une passion des couteaux qui était un petit peu, on va dire, à l'intérieur de moi. J'aimais bien les beaux couteaux, j'étais pâtissier, j'étais cuisinier, donc tu utilises des couteaux. Et puis à la fin, là, donc, il y a très peu d'années, j'étais licencié, ça arrive à plein de personnes, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas allier ma passion à faire quelque chose d'utile. Et j'avais un ami dans le temps qui faisait ça. Donc j'ai dit, tiens, c'est pas bête, tout le monde a des couteaux, tout le monde a quelque chose qui n'aiguise, qui coupe pas à la maison. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Alors vous travaillez donc avec une meule ? Alors je travaille avec une meule à eau, j'en ai même 2, mais principalement une meule à eau qui consiste, qui est beaucoup plus douce. J'ai plusieurs sortes de pierres et je peux faire aiguiser des couteaux japonais qui sont de très très bonne qualité. C'est un grain différent, voilà, on va rentrer dans le technique. Alors quelles sont les principales qualités pour être un bon rémouleur ? Alors, j'imagine beaucoup de minutie, beaucoup de précision peut-être ? C'est surtout de la précision. Il faut que l'angle soit assez précis, suivant déjà l'usage du couteau. Les ciseaux, c'est pareil, suivant l'usage du papier ou du cuir ou des choses comme ça, on va changer l'angle carrément de coupe pour que ça puisse trancher facilement. Un boucher, par exemple, va faire une coupe très très fine pour que ça tranche très très vite, mais il va aiguiser tous les 2 jours. Alors, qui est-ce qui vient vous voir ? Alors, principalement, moi, je fais les marchés. Les marchés. À bord de votre camion ? À bord de mon camion magasin. Donc, je fais les marchés. Principalement, c'est sur le gifre. Et c'est les clients qui viennent. Moi, je vends à côté beaucoup de couteaux aussi. Couteaux de cuisine, couteaux d'office qu'on appelle, des ciseaux, voilà. Et c'est des clients qui sont sur les marchés, qui découvrent, qui sont déjà très satisfaits que je sois là. Et ils viennent aiguiser leurs couteaux, leurs sécateurs, leur outil de jardin aussi. Hein.
En quoi c'est important pour vous, on l'a dit tout à l'heure en début d'interview, c'est un vieux métier. En quoi c'est important de perpétuer la tradition? Il y a le fait de perpétuer, il y a le fait aussi de rendre service. Moi, c'est plus... Je suis très satisfait quand un client revient me voir en disant « ça coupe merveilleusement bien ». Voilà, il n'y a rien de plus terrible que de vouloir couper le rôti familial et puis que ça ne coupe pas, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes à côté de votre meuleuse et que vous êtes en pleine action d'affûtage? Qu'est-ce qu'on ressent? Si c'est un beau couteau, je suis entièrement satisfait. J'ai une petite jubilation presque intérieure qui est de dire « tiens, je suis en train d'aiguiser un beau couteau, quoi ». Ce matin, j'ai fait un beau damas, par exemple. C'est un alliage de plusieurs aciers. Oui, un petit lagueule en damas. Ce matin, je me suis fait plaisir. Et c'est quoi le secret pour un bon affûtage, pour que le couteau soit parfaitement aiguisé? C'est surtout l'angle et puis ressentir la matière que vous êtes en train d'aiguiser. Voilà, c'est tout bête à faire, c'est tout bête à dire, mais c'est l'angle. Ça se résume à ça, l'aiguisage. Vous pouvez en faire chez vous. Si vous n'avez pas le même angle, on va dire, de chaque côté, vous aurez un mauvais aiguisage, un couteau qui ne coupe pas, qui n'est pas utile. Puisqu'un couteau, c'est fait pour couper. Quoi, hein. Vous disiez tout à l'heure, une passion pour les couteaux, d'où elle vient? Comment... Peut-être dans l'enfance, je ne sais pas comment... Non, pas dans l'enfance. Bon, comme tout le monde, on a eu les canifs quand on était enfant et que tu vas tailler les flèches. Bon, maintenant, c'est plus d'actualité. Hein. Mais voilà, on faisait les arcs, on faisait les petites flèches. Et puis, voilà. Mais après, vous avez toujours le pinel qui traîne dans la petite poche. Quand vous voulez couper quelque chose et que ça ne coupe pas, vous n'en retrouviez pas, quoi. Voilà. Et le fait de faire ça, d'apporter ça, oui, ça me donne une grande satisfaction. Je suis heureux. Et ma première clientèle, c'est les anciens. C'est ça qui est très marrant. Qui sont encore à l'ancienne avec les... Ils sont encore à l'ancienne, ils se souviennent du rémouleur qui passait avec la chariote, et voilà, ils se disent, tiens, ça repart. J'en ai parlé avec mes collègues, ils ont le même truc. Il y a les restaurateurs aussi qui galèrent pour avoir des couteaux qui coupent. C'est la base du métier, si vous ne pouvez pas couper quelque chose de fin, c'est pas la peine, quoi. C'est invivable. Pour revenir à la transmission, à la tradition, est-ce que vous envisagez de transmettre? J'aimerais bien, mais pour le moment, je sais pas. Je débute. Moi, ça fait 3 ans que je fais ça, on va dire, complètement. Bon, j'espère bien encore le faire une dizaine d'années. Mais après, transmettre, ça serait intéressant, oui. Ça serait très intéressant. Il faut perpétuer. Moi, je vais à Thiers, là, dans 10 jours, pour justement voir un beau salon, acheter des couteaux sur place. Je vais essayer de rentrer dans les usines, parce que ça aussi, c'est... Quand vous voulez parler d'un couteau, si vous connaissez tout le process d'avance, c'est beaucoup plus comment dire, actif. Et c'est très très beau à voir, une usine de fabrication de couteaux. Le fait d'être sur votre camion, équipé de votre camion, de pouvoir sillonner comme ça les routes, ça vous donne un côté itinérant, c'est quelque chose qui est important aussi de pouvoir... Ça, c'était important. Mon passé fait que je suis commercial, donc j'étais toujours sur la route. Et le fait d'être un peu libre dans mon camion, oui, ça aussi, je vous dis, c'est quelque chose de... Et on peut aller où on veut, on peut aller sur les foires, on rencontre plein de gens qui sont merveilleux, qui apportent des outils des fois qui sont très beaux, très vieux. Oui, parce qu'on parle de couteaux, mais ce n'est pas que des couteaux. Ce n'est pas que les couteaux. Vous avez aussi des sécateurs, vous avez les outils de jardin qui vont être avec les haches, les hachettes, des choses que les gens avaient, ne se servaient plus, puis d'un seul coup, ils ont l'occasion que ça coupe et qu'ils peuvent rejouer avec, on va dire, ou travailler avec, et ils sont complètement satisfaits de remettre ça. J'ai fait des très belles pièces des fois. Alors, une dernière chose, pour peut-être les futurs clients et clients éventuels, où est-ce qu'on peut vous trouver, par exemple, la semaine prochaine? Alors, la semaine prochaine, je fais tous mes marchés, c'est-à-dire c'est plus, moi, du côté du Gifre, Vuillan-Sala, Bouèges, Morzine en ce moment, Taninges, voilà, je fais plus cette vallée-là, parce que c'est ma petite vallée de prédilection. Moi, j'habite Saint-Jouard, donc évidemment, c'est mon petit coin. Et dans 15 jours, je suis à l'Arbiole, à Saint-Trier. La grosse fête, là, c'est très intéressant. En même temps, c'est vrai que c'est convivial. Et puis voilà, ça va être les fêtes surtout de ce coin-là. Merci beaucoup, Franck, de nous avoir fait partager votre passion. Merci beaucoup. Allez, pour finir cette émission, on passe à la rubrique « On en parle ». Thierry Leguet, bonsoir. Sébastien, bonsoir. Alors, vous êtes le fondateur d'Opica. Oui. Opica, qu'est-ce que c'est? On va aller vite dans le sujet. Qu'est-ce que c'est Opica? Alors, Opica, c'est une communauté de consommateurs et de prestataires du secteur des loisirs et du tourisme ayant une part d'éco-responsabilité. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je me suis renseigné. Vous êtes originaire de Paris, en tout cas, vous étiez sur Paris. Ouais, vous avez déménagé?
pour arriver en Haute-Savoie, pour fuir le stress parisien. C'est ça qui vous a motivé? C'est ça. On a voulu en famille venir sur la Haute-Savoie qu'on connaissait à travers nos vacances. Et le truc, c'est qu'en arrivant ici, on est arrivé dans un environnement qui était magique, avec vraiment un écrin de nature, en disant ouais, la nature est là, hop, on peut y aller. Mais finalement, on est arrivé en vallée de l'Arve. Et très rapidement, on se rend compte que l'écrin... C'est plus compliqué que prévu. C'est ça. Du moins, le contexte de pollution est extrêmement développé et ce qui a fait dire, ce qui m'a fait dire, faut faire quelque chose. Moi, j'étais sur un tournant de vie. Donc, allez, hop, vers quoi je peux aller. Ouais. Lutter contre le côté individualiste de la société actuelle, c'est ça votre credo? Alors, c'est entre autres, finalement, dans toute ma carrière professionnelle, j'ai été renforceur du lien social. Et donc maintenant, l'idée, c'est de compléter ce contexte-là avec un renforceur du lien à la nature. Donc naturellement, ce côté social est extrêmement présent. Et un des 7 critères aussi, le renforcement du lien social, est un des 7 critères d'Opica. Ouais. Alors c'est quoi l'état d'esprit d'Opica? Alors l'état d'esprit, c'est un état d'esprit communautaire. C'est de dire on est tous là, que ce soit... les consommateurs, les prestataires, on est tous là pour œuvrer pour le respect de nos territoires, le respect, la valorisation et le développement des territoires à travers les 17 axes, les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Alors très concrètement, comment est-ce que ça se caractérise? Comment ça se déroule? Comment ça se passe? On a deux supports principaux pour l'instant, qui est une page Facebook, qui a été le premier support développé pour justement développer, engranger et impliquer la communauté de consommateurs. D'ailleurs, on se rend compte que même des prestataires viennent à intégrer la communauté. Et il y a aussi surtout une plateforme web qui a pour ambition de promouvoir et de référencer l'ensemble des prestations loisirs tourisme, donc sur les 4 catégories qui sont activités de loisirs, restauration, hébergement, vente de produits de consommation courante. Et un truc très important, c'est que ces prestations ont besoin juste d'avoir une part d'éco-responsabilité. L'idée, c'est qu'on s'adresse vraiment, on ne veut pas s'adresser à des gens qui ont une maîtrise complète de la consommation durable, mais c'est d'avoir une action éducative et pédagogique. Moi, je viens de ce secteur-là, de la pédagogie, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Alors, si on va sur votre site, comment est-ce que ça se passe? Donc, la première approche, là on le voit, c'est saisir une ville de départ, un rayon de circulation. Soit on rentre par la porte activité, soit par la porte hébergement, soit restauration, soit vente. À partir de là, on a toute une palette de propositions. On a d'autres filtres qui sont des filtres de contraintes immuables, style je pars en activité, mais je suis en famille, donc j'ai des enfants de 3 à 6 ans. Ben ça, on ne peut pas le changer, c'est comme ça. Et après, donc on a la palette de l'ensemble des prestations proposées. J'en choisis une. Et à la suite de ça, j'ai une fiche qui présente l'ensemble de la prestation, en précisant la part d'éco-responsabilité de la prestation, avec les différents critères et le détail. Et aussi, la grosse force d'Opica, c'est d'être force de proposition sur l'ensemble des autres prestations complémentaires qui se trouvent à proximité. En gros, j'étais sur une activité, à proximité, j'ai peut-être besoin de manger, donc où est-ce que je peux trouver pour aller me restaurer? J'ai peut-être besoin, si je viens de l'extérieur, pas de la Haute-Savoie, j'ai peut-être besoin d'aller dormir quelque part, et ainsi de suite, au niveau de la vente de produits pareils. Alors, il y a un autre projet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est Haute-Savoie 3.0, production, consommation et loisirs éco-citoyens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors là, actuellement, la plateforme web Opica est en version bêta-test. Et pour passer à la V1 et commencer la commercialisation, on s'est associé avec Cellule Verte 74, qui a un réseau qui s'appelle le réseau Éco-Conso 74. C'est un de nos premiers partenaires. Et l'idée, c'était de répondre à un appel à projet, l'appel à projet ministériel Mon projet pour la planète, et notre ambition, c'est de récupérer donc, des financements grâce à cet appel à projet. Et c'est de mutualiser toutes les actions qu'on va pouvoir développer à travers cet appel à projet, les mutualiser autant sur Cellule Verte que autant sur Opica. Et l'axe qu'on développe, c'est justement la partie critères et identification
d'un barème d'implication éco-responsable des prestations. En gros, par rapport aux 7 critères, on imagine le critère respect de l'environnement. Un prestataire peut peut-être avoir 2 sur 10, alors qu'un autre peut avoir 6 sur 10. Et c'est ça, c'est tout ce travail autour de ce module-là. Le fait d'être peut-être, excusez-moi, je vous ai coupé. Je vous en prie, le fait d'être peut-être valorisé par un projet ministériel, ça donne une certaine valeur ajoutée à votre projet? Oui, d'autant plus que je suis là aujourd'hui. Donc c'est un très bon axe de communication. C'est d'autant plus fort qu'on est le seul projet en Haute-Savoie à avoir été sélectionné. Donc c'est pas rien. Et naturellement, si on arrive à avoir assez de votes, parce que c'est ça qui est important, c'est récupérer un maximum de votes pour être dans les premiers classés. Voilà, en effet, on va avoir cette estampillation en disant voilà, on a été lauréat de mon projet pour la planète, et donc c'est une réelle reconnaissance. Ouais. Alors là, s'il y a des personnes qui nous regardent, qui sont intéressées par votre démarche, donc elles peuvent aller voter pour votre projet. Comment est-ce qu'on procède? Donc alors il y a un lien, je pense que vous devez l'avoir, c'est http bit.ly/haute/Savoie. Non. Du coup, j'imagine que c'est peut-être, si on va sur votre site, on peut... Ouais, on peut sur le Facebook. Sur le Facebook, il y a le lien. On le mettra en commentaire sur notre page Facebook. Sur le Facebook, on l'a. C'est un petit peu complexe parce qu'il y a des bugs au niveau de la plateforme. Voilà. La plateforme de vote. Donc, il faut vraiment insister s'il y a des bugs, on a vraiment besoin de ces votes, c'est un élément extrêmement important. Et après, c'est tout simple, il y a juste à renseigner un identifiant, une adresse mail, valider l'adresse mail, et après aller voter en cliquant juste je vote, et voilà. D'accord, écoutez, le message est passé. Merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup. Bonne chance pour ce vote. Merci Sébastien. Allez, j'accueille Fanette pour la fin de cette émission, pour le rappel des titres du journal. Alors Fanette, on va parler ce soir d'une plainte d'habitants de la vallée de l'Arve contre l'État. On parle de pollution de l'air. Voilà, c'est une... Son micro est éteint. Ton micro est éteint. Ton micro est éteint. Je ne crois pas. Les aléas du direct. Non, il n'est pas éteint. Ah, donc il ne doit pas fonctionner. On va prendre le micro d'appoint. Le micro d'appoint qui lui est éteint. Les plaintes. Donc c'est une première en Haute-Savoie. Il y avait déjà eu plus de 500 plaintes contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Et là, ce coup-ci, ce sont 14 recours déposés spécifiquement contre l'État pour carence fautive, donc dans la lutte contre la pollution de l'air. Donc on fera le point. Et puis, direction Chambéry pour une nouvelle application mobile d'un genre nouveau. Urban Pulse, avec mon super accent anglais. En fait, c'est une application qui permet de signaler à la municipalité les choses qui ne vont pas dans l'espace public, les graffitis, les panneaux abîmés, etc. Et donc, il suffit de cliquer, et comme ça permet au service technique d'intervenir plus rapidement. Merci beaucoup Fanette, à tout de suite. À tout de suite. C'est après cette émission. C'est fini pour ce soir, j'espère que ça vous a plu. Merci à toute l'équipe en régie, merci à vous pour votre fidélité à nos programmes sur 8 Mont Blanc. Je vous retrouve vendredi pour la dernière de la semaine. On parlera de la protection des données en entreprise, notamment avec Sébastien Salito. Passez une très très belle soirée. Bye bye.